Un bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Math Game qui est un Math Game spécial pour le 22e Salon Culture et Jeux mathématiques. Alors, au programme de ce soir, nous allons faire des tours de magie calculatoire. Le genre, vous savez, on prend deux nombres à 6 chiffres, on les multiplie, paf, de tête, où on va chercher la millième décimale d'une division. Enfin, tout ce genre de choses qui vont vous faire briller en société. Et bien sûr, on va vous proposer de participer au travers du chat. Donc chat qui est modéré, géré par Théo et Marguerite que je remercie chaudement au passage. Et puis ce soir, nous allons aussi découvrir un mathématicien qui est un champion de ce genre de prouesse calculatoire. Il s'agit d'Alexander Aitken. Alors, pour nous parler d'Alexander Aitken ce soir, nous recevons Jean-Baptiste Aubin, qui est à la fois mathématicien, magicien et enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je crois que tu veux nous saisir dès le départ. Tu veux tester toutes les personnes qui nous écoutent avec deux énigmes directes pour commencer. Et oui, ouais, c'est exactement ça. Et l'idée, ce serait à partir de ce qu'a fait Alexander Aitken, d'essayer en fait, il était calculateur prodige, et d'essayer de limiter et de faire des choses un petit peu incroyables à l'aide d'astuces de mathématiques, parce qu'on aura beaucoup de mal à égaler son niveau. Mais on pourra faire semblant et faire illusion au moins quelques minutes, quelques instants avec ce que je vous propose ce soir. Voilà. Alors voyons si on va pouvoir faire vraiment illusion. Donc les énigmes, je crois qu'elles sont pas très loin, elles sont là. Elles sont là, tes deux fameuses énigmes que tu proposes. Alors peut-être tu peux nous les présenter et dire un peu les conditions pour réaliser l'énigme. Oui, eh bien alors l'idée, ça va être d'essayer mentalement, parce que c'est plus rigolo, mentalement de trouver par exemple quelles sont les 30 premières décimales de 6 17e. Donc je vais vous donner quelques temps pour faire ça, et puis au cours de la conférence, eh bien, on reviendra sur cette énigme et on trouvera une façon de le faire de façon pas trop compliquée et sans avoir à retenir les 30 décimales. Et surtout sans tricher, sans aller sur Internet regarder la solution, parce qu'évidemment on peut la trouver assez facilement. Oui. L'idée c'est quand même de faire un calcul mental, de n'avoir aucun document ou aucune ressource extérieure, mais de trouver des astuces qui facilitent les choses. Et puis, donc ça, ce sera pour la première. Et la deuxième énigme, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que là, le principe, ça va être d'essayer de trouver, de factoriser en fait un nombre à 6 chiffres. Ok. Voilà. Donc, en fait, on pourrait commencer dès maintenant, s'il y en a qui se sentent, à essayer de trouver comment est-ce qu'on peut avoir de tête les 30 premières décimales de 6 17e. C'est très impressionnant parce que 30 décimales, je ne suis même pas capable de les retenir. C'est-à-dire que si on me les donnait, à part si elles sont répétitives, que des 1 par exemple, là je vais peut-être m'en sortir, mais je ne pense pas que ça va être aussi simple. Pas très loin. Disons que c'est entre les deux. Tu n'auras pas besoin d'en retenir qu'une, mais tu n'auras pas besoin de retenir les 30, quoi. Donc, ok. Voilà, et ça va être l'objet des astuces qu'on va aborder dans la suite. Alors tu dis que Alexander Aitken était capable de, par exemple, si on lui demandait les 30 premières décimales de 6 17e, il les sortait comme ça? Oui. Alors, on va voir dans sa vie, il a fait preuve à plusieurs reprises d'une mémoire phénoménale. Donc, je pense que lui, il avait quasiment pas besoin des astuces qu'on va voir ce soir. Mais il doublait cette mémoire phénoménale de connaissances mathématiques fines et d'un art des nombres qui fait qu'il avait les deux. Et donc, il arrivait à faire des prouesses, quoi, des trucs incroyables.
Ok. Alors moi, personnellement, je connaissais absolument pas Alexander Aitken avant que tu m'en parles. Et c'est un personnage absolument fabuleux. Je pense que ça vaut le coup qu'on le découvre là rapidement, voir un petit peu qui il était, quelle a été sa vie. Euh, donc c'est ce que tu proposes au départ. Donc ici, on voit Oui, oui. Alexander Aitken. Et je vois que tu t'es déjà amusé avec sa date de naissance. Ben oui, c'est-à-dire que ouais, il est né en 1895 et il est mort en 1967. C'est pas des nombres premiers, mais c'est pas loin. Vu qu'ils ont une décomposition, une factorisation juste en un facteur de deux nombres premiers. Et comme lui, c'était son jeu et qui racontait ça quand il était dans la rue et qu'il croisait une voiture avec une plaque minéralogique, la plupart du temps c'est comme ça, et bien il essayait de décomposer en facteur premier le numéro de la plaque. Donc je pense qu'on est quelques-uns à faire comme lui. Et du coup, je pense que bah, peut-être qu'il faisait pareil pour les dates de naissance et de mort. Donc du coup, peut-être que Attends, ça leur a fait Jean-Baptiste, me rigoler. dis pas que tu factorises les plaques de matriculation des voitures. Si, si, tu es Ouais, non, comme ça, alors toi. j'aurais plusieurs choses à avouer après. Peut-être que je dirai pas en fait. Ok, Mais ok. ouais, Ok, on va découvrir quel genre de mathématicien tu es. ouais. Alors, ici, donc, on est sur un transparent qui nous montre ben, le fait qu'on a l'impression qu'il a vécu à 2 points exactement antipodos de. Ben oui, oui, il a réussi un exploit. Alors c'est un gars, comme on va le voir par la suite, qui a réussi quand même à faire plein de choses dans sa vie, qui a essayé d'explorer plein de facettes, plein de domaines que lui offraient ses possibilités. Et je pense que c'est l'un des hommes qui est mort, oui, aux antipodes de là où il est né. Je pense que, alors l'antipode de Dunedin, je crois que c'est plus ou moins dans le golfe de Gascogne. Donc comme il est mort à Édimbourg, voilà, c'est pas très loin. Et je trouve que c'est une représentation géographique de ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a vraiment été j'allais dire partout, il a cherché partout. Et ben sur Terre, c'est pareil. Il est né d'un côté, il est mort de l'autre, et il a pas D'accord. mal voyagé aussi sur Terre. Comment tu peux savoir que l'antipode, c'est le golfe de Gascogne? C'est incroyable. Oh non, 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 on m'a dit que j'avouais pas tout, s'il te plaît. Mais oui, Ah, alors, avec très la bien. latitude et la longitude, c'est pas dur, ouais. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que je vois qu'il y a des choses déjà sur le chat. Pour la première question, je me rappelle que c'est le même cycle de genre 16 chiffres. Ah ouais, il y a déjà de l'idée là. Il y a de la... Bravo, Oui, oui, il y a déjà une bonne piste là, effectivement. Pour la 2, c'est de la j'ai pas les compétence. nombres, donc j'ai rien, logique. Ah oui, pour la 2, est-ce qu'on pourrait donner deux nombres de 6 chiffres comme ça ou Ouais, oui, oui. Alors, en fait, il en suffit que d'un nombre de six chiffres, vu que c'est ce nombre de six chiffres qu'on va essayer de décomposer. Donc, si dans l'assistance, on me donne un nombre, par exemple, à trois chiffres, moi, je le complète avec un autre nombre à trois chiffres. On mêle les deux nombres à trois chiffres, puis ça nous fait un nombre à six chiffres, par exemple. Eh ben Donc, allons-y, si on dans va demander l'assistance, un nombre à 3 chiffres au chat. Là, est-ce que quelqu'un peut faire remonter ou plusieurs un nombre à 3 chiffres? ouais, complètement quelconque, hein, trois chiffres différents. Ouais, ça serait cool. Ouais, prenez pas un nombre trop facile, genre 111. 231. Allez hop, Ouais, c'est parti. 231. Qu'est-ce Epsilon Pi a gagné. Alors, 231. Moi, de mon côté, par exemple, je vais prendre 768, comme ça. Et la question, c'est est-ce qu'on fait 768 231 ou 231 768? Vous préférez quoi? Allez, on va voir ce que dit le chat. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Donc, préférence là. Ah, un 231 231 768. 768. Allez, c'est le petit qui a OK. gagné. C'est le petit. 231 Donc, 768. Ouais, ok. donc, si tu fais passer sur le tableau, eh ben, je pense que 231 768, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est divisible par 37. Enfin, ça, enfin, ça se voit. Et puis après, je fais mon malin, hein, c'est malin. Et puis, Ah ouais, et toi, ça puis se voit que après, c'est divisible par 37. Ok, bon bah. bah voilà. Et après, ça doit être aussi divisible par 29. Vous pouvez vérifier en faisant 231 768 divisé par 37 et en regardant si c'est un nombre entier. Ouais. Ensuite, moi, je dirais bien que Attends, c'est attends, attends, mais je divisible comprends par pas. 29. Ouais, enfin, oui, continue par 37, par 29. Ouais, ouais, parce que moi, il y a un nombre par lequel je Mhm. sais que c'est divisible, c'est par 2. Exact. C'est ce que j'allais mettre. Divisible par 2. Je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort.
Ouais, et c'est même divisible par 2 3 fois. Et c'est divisible par 3 3 fois aussi. Oh la vache. Donc je pense que c'est 37 fois 29 fois 8 fois 27. Ok. Euh, donc du coup, faudrait juste vérifier si vous avez un téléphone portable, une calculatrice à côté, que je me suis pas Ouais. trompé. Et puis alors, Et, pour le chat, je propose que l'autre nombre, bah, c'est leur boulot à eux, c'est-à-dire 768 231. Et ben ben, voilà, on peut faire ça. bah, ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux. Parfait. Donc, donc dans le chat, vous nous direz si effectivement Jean-Baptiste s'est trompé ou pas. Je pense que voilà, bon résultat. On dit que c'est le bon résultat. Ça m'étonne absolument pas de toi, tu vois. Oh, bah, merci. Mais vous serez capable de le faire dans une demi-heure, ça. Hein. Alors vous, j'espère que ça m'inclut pas. Ça Je... t'inclut en premier chef, ouais. Passons donc vite, retournons à la vie de Aitken. C'est moins risqué pour moi, c'est beaucoup plus tranquille. Donc là, tu nous parles de sa maman. Qu'est-ce qu'elle a à voir, sa maman? Bah oui, bah c'est le premier événement marquant de sa vie. En fait, bah, sa maman est morte, elle est morte quand il avait 15 ans. Ah ouais, la Et, vache. Ouais, euh, effectivement. et en fait, voilà, dans son enfance, alors son enfance, c'est en gros ce qui se passe entre ses 0 et ses 20 ans. Et ben en fait, ce qu'on sait de Alexander Aitken, c'est qu'il perd sa mère à 15 ans, qu'il est super fort en athlétisme, c'était un champion d'athlétisme, et qu'il est très bon élève. Mais Et attends, quand on va champion voir s'il est capable d'athlétisme, de... genre comme Alan Turing, quoi. Le gars qui. C'est à peu près de ce Ah, niveau-là? mais ben oui, alors dans ses biographies, enfin dans ce que j'ai pu lire, c'était marqué champion d'athlétisme. Alors ils n'allaient pas plus loin, je ne sais pas Ouais. si c'est en lancer du poids, en 100 mètres ou en je sais pas quoi, mais en tout cas, apparemment, il avait des aptitudes physiques assez hors du commun. Là, en lancer du poids, Donc, ça paraît peu probable vu sa morphologie. ouais, c'est pas très probable, j'admets, Mais d'accord. bon. Mais n'empêche il était quand même doué d'aptitudes à la fois physiques et mentales assez hors du commun. Et ce qui se passe quand il a 19 ans, bah, c'est 1914 et c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et lui, il a qu'une envie, c'est c'est de partir s'engager, de faire la guerre. Et son père lui dit, bah, tant que tu as 20 ans, tant que tu n'as pas 20 ans, et 20 ans, ça devait être la majorité à l'époque en Nouvelle-Zélande, tu partiras pas. Ok, ça paraît assez Et raisonnable. donc, bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'Alexander Aitken, il est assez têtu aussi, et donc le jour de ses 20 ans, le 1er avril 1915, il fait la bonne blague à son père et il s'enrôle. Et donc il va s'entraîner Son et il pauvre prend le bateau père, pour son l'Europe pauvre père. Oh pour, là là. pour se battre auprès du Royaume-Uni. Parce que, alors ce qui se passe, c'est que ça fait en gros une dizaine d'années que la Nouvelle-Zélande est indépendante. Elle fait plus partie de la Grande-Bretagne. Mais bien sûr, elle reste très liée, quoi. Et donc, lorsque la Grande-Bretagne entre en guerre en 1914, elle demande de l'aide Ok, auprès des des anciennes colonies. Néo-Zélandais. Et donc, ils sont débarqués très rapidement au nord-ouest de la Turquie. Là, on voit dans la péninsule de Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles, où il y a un débarquement allié pour essayer d'affaiblir les Ottomans qui sont auprès de la Prusse et de l'Autriche-Hongrie contre les Alliés, contre les Anglais et les Français, et voilà. Et donc, il y a une grosse guerre qui se passe là-bas pendant toute l'année 1915. Et ce qui va se passer, il raconte ça dans ses mémoires, c'est que lui, il va, enfin, il raconte pas directement, mais en fait, il va être décoré parce qu'il va être, il va se distinguer au combat, quoi. Il va être bon à ça aussi. Et les faits marquants, en fait, le fait marquant de cette période, de cette année de sa vie, c'est qu'il va hériter d'un violon un peu par hasard, parce que sur le bateau qui l'amène en Europe, il y a une sorte de grande loterie. Et, un de ses compagnons d'armes qui ne sait pas du tout jouer de violon va hériter du violon et va lui dire bah, écoute, tu le prends parce que toi, tu sais en faire. Et il se trouve que tous les soirs, il va jouer de son violon et que ça va contribuer à sa légende, entre guillemets, puisque il va comme ça amuser ses compagnons d'armes. Et donc, pour la petite histoire, le violon a été récupéré alors il l'avait perdu pendant quelques mois quand il s'est fait blesser. Je ne vous spoil pas, mais voilà. Et maintenant, il est exposé en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on peut voir que c'est écrit Il y a un musée Aitken et tous les Aitken en noms. Nouvelle-Zélande, c'est ça?
n'y a pas vraiment un musée, mais disons que c'est l'endroit où il a fait ses études, qui a récupéré ça, et dans le hall. D'accord. Voilà. Et Ok. donc, il jouait Humoresque de Antonin Dvorak, qui à l'époque était un tube du moment, parce que c'était la fin 19e, donc il y avait 20 ans, c'était comme s'il jouait les Beatles. Ouais, Ah enfin, pas les Beatles, c'est oui, ce que je veux dire. évidemment, Et, évidemment. Ok, et donc, voilà. ok. Alors, donc Et donc, après. il jouait ça. Hmm. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une catastrophe pour les Alliés, c'est que la Bulgarie, qui est juste au-dessus, décide fin 1915 de déclarer la guerre, mais du côté ottoman. Et donc là, ils se retrouvent un peu mal partis. Et donc, ils sont obligés de s'en aller, quoi. Et donc, c'est un gros échec. Et en plus, c'est une bataille qui fait beaucoup de morts. Si tu vas juste en dessous, là, dans le slide, il y a le quart des 11 000 Néo-Zélandais qui sont tués là-bas. Donc, il y a des pertes monstrueuses. Il y en a la moitié qui sont blessés. Et c'est sans parler des plus de 200 000 Français, enfin non, Ottomans et Britanniques qui sont massacrés et les 48 000 Français. Bon, c'est une guerre, hein, mais c'est insupportable de voir ces chiffres. Ouais, mais rien que dans les Dardanelles, ouais, c'est quelque chose de monstrueux qu'on ne supporterait pas du tout aujourd'hui, par exemple. Et encore, c'est anecdotique par rapport à l'ensemble des morts qu'il y a eu. Ouais. C'est incroyable que déjà, là, avec un quart de tués, c'est incroyable qu'il n'ait pas été dans le quart déjà. Mais c'est pas fini pour lui en plus. C'est pas fini, visiblement. Non, c'est pas fini. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils font le cadeau aux survivants en bon état comme lui, de les amener dans un coin sympa en fin 1915, début 1916, c'est la Somme. Donc, ils débarquent dans le nord de la France, dans la guerre de tranchées, un truc horrible. Et là, du coup, comme il a été, en plus, il s'est illustré, il est lieutenant, enfin, il est chef de ce qu'ils appellent un platoon, donc une section de une cinquantaine d'hommes. Et en juillet 1916, il y a la grosse offensive de la Somme, donc par les Alliés, pour essayer de déloger les Allemands, qui va, comme on le sait, aboutir sur un échec, mais il doit y aller. Et ce qui se passe, c'est que il raconte ça dans son livre. Dans son livre, c'est très poignant. Il est à la tête de 56 hommes, et avec donc d'autres escouades, ils sont 183. Ils partent à l'assaut des lignes allemandes la nuit. Donc là, il s'est grimé. Ils sont encore plus all black que d'habitude. C'est normal qu'ils aient pris des Néo-Zélandais. Mais le problème, c'est qu'arrivé au milieu du No Man's Land, il y a des grosses lumières, des projecteurs qui s'allument, et là, ils se font massacrer, ils se font décimer au terme premier du terme, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un dixième qui rentre. Et lui, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, mais à quel prix ? Et donc là, c'est une anecdote parmi d'autres sur sa mémoire phénoménale, c'est-à-dire que le sergent qui avait il y a un sergent, un soldat qui est chargé d'avoir le livre où il y a tous les noms des gars, des soldats avec leur numéro de matricule, les personnes à avertir, l'adresse des personnes à avertir au cas où il y a un malheur. Et ce gars-là, il ne revient pas et le livre est perdu. Et donc Alexander Aitken qui revient, qui est complètement choqué de ce qu'il vient de vivre, il va devoir donner toutes ces informations pour les 56 hommes à ses supérieurs, et c'est ce qu'il va faire. Et donc il avait tout retenu par cœur. Ah, c'est fou. Donc c'est... Voilà. Et donc, il n'est pas blessé sur cette bataille, même si toute sa vie, en fait, il va souffrir de dépression après, parce que, on peut le comprendre déjà, en temps normal, ça doit être complètement traumatisant, mais quand en plus on allie ça à une mémoire hors du commun, ça doit être proprement invivable. Oui, c'est qu'en plus, il donc, oh là là. Voilà, il a vécu avec ça toute sa vie, et ça a pas, voilà, il n'a pas eu une vie particulièrement heureuse après ça, et voilà, on peut le comprendre. Donc, il écrit un bouquin, visiblement, parce que tu as lu ça dans un bouquin ? Oui, alors ça, c'est juste après. En fait, ce qui se passe, c'est que quelques mois après, ça devait arriver avec tout ce qu'il a vécu, il se fait blesser grièvement en septembre 2016, donc 2 mois après. Et évidemment, là, il est rapatrié en Nouvelle-Zélande. Pour lui, la guerre s'est terminée. Et donc, il va passer l'année d'après à écrire ses mémoires de guerre. Donc ça s'appelle Gallipoli to the Somme. Donc vous pouvez l'acheter. C'est un livre qu'il va garder dans ses tiroirs pendant 40 ans. Et dans les années 60, alors qu'il est à la fin de sa vie, il le publie. Et là, il est tout de suite reconnu. Et il va même être admis à la Royal Society of Literature de Londres. Et donc, il va recevoir plein de prix pour ça. En fait, ce type, quoi qu'il touche, il est absolument exceptionnel. C'est ça le truc. C'est de l'or. Ouais, c'est incroyable. Même au combat, il devient lieutenant. Enfin, on lui donne un violon, il joue merveilleusement. Enfin, c'est vraiment incroyable d'être aussi incroyablement il excelle. doué. Ouais.
il excelle partout. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à tous les Alexander Aitken qui sont morts pendant cette guerre ou celle d'après, qu'importe, mais à ce gâchis monstrueux. Lui s'en est sorti par miracle, mais et heureusement, parce qu'il n'avait pas fini ce qu'il avait à nous donner, quoi. Donc on a de la chance, mais pour cette chance-là, qu'on ait eu de malchance. Mais je crois que tu as raison de souligner ce point-là, parce qu'en fait, on n'a pas eu de la chance. Effectivement, on a perdu. D'ailleurs, c'est un vrai point d'histoire poignant de voir, ne serait-ce qu'en France, bon, c'est la situation que je connais la mieux, parce que voilà, quoi, c'est du centrisme en quelque sorte, hein. Mais en France, on a envoyé les mathématiciens au front, ça a été un vrai carnage. Aussi, en 14. C'était un vrai carnage. Là, l'ambiance est vraiment trop lourde. Je voudrais regarder sur le chat. Il y a quelqu'un qui nous dit, pour revenir sur l'énigme, oui, je sais, on ne peut pas faire autrement, mais 768 a-t-il vraiment été choisi par hasard? Est-ce que on peut en prendre un autre, hein, si vous voulez. Donc ça a été choisi par hasard? Oui. Ok. Complètement par hasard. Donc ça peut aider, hein, parce que si on est en train de réfléchir, ça peut aider. Ok, très bien. Alors, finalement, là c'est la fin de la guerre, et donc on va passer à des choses plus, j'espère, plus calmes. Plus légères, oui. Et oui. Et ce qui va se passer, c'est que, Alexander Aitken, il va donc devenir professeur à l'université d'Édimbourg. Et il va exceller en mathématiques dans plusieurs champs. C'est-à-dire qu'il va couvrir, il va avoir des résultats significatifs en analyse, en algèbre, en statistique. Et puis, il va doubler ça de capacités monstrueuses de calculateurs prodiges. Le Édimbourg, c'est le Édimbourg auquel on pense. Il n'y a pas un Édimbourg en Nouvelle-Zélande? Pas à ma connaissance. Non, c'est le Édimbourg plus vieux en Écosse auquel on pense. D'accord, très bien. Ok. Et donc, voilà. Donc, il va commencer à être, il va continuer à être excellent, et notamment il va donc développer des capacités qui vont permettre de faire certains tours de calculateurs prodiges. Voilà, mais ça va être la prochaine partie. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va essayer de comprendre comment Aitken, certains des tours de Aitken. Je te fais remonter une remarque du chat. La Première Guerre mondiale avait fait des ravages parmi les mathématiciens français, ce qui a débouché sur Bourbaki. Alors, je ne suis pas assez fort pour plus soyer, mais il y a probablement effectivement un lien entre le fait qu'une nouvelle génération rebâtisse les maths. Peut-être qu'il y avait une génération d'écart, je ne sais pas. Je sais pas. Si quelqu'un peut développer ça dans le chat, je ne sais pas si toi tu as plus de lumière là-dessus. Non. Non, ok. Mais... Alors, on va donc s'intéresser aux exploits de Aitken. Donc là, je vois un transparent où c'est un peu le programme de ce qu'on va voir, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. L'idée, c'est de faire un peu comme Aitken, mais sans ses capacités. Donc l'idée, ça va être de tricher un peu, mais de faire quand même pas mal de maths. Et la première chose que je vous propose, ce serait de calculer de tête un produit de deux nombres à 9 chiffres. Donc, par exemple, on va proposer à quelqu'un dans le chat de donner un nombre à 9 chiffres. Moi, je vais choisir un autre nombre à 9 chiffres. À 9 chiffres? Tu es parti avec du 9 chiffres, parce que tout à l'heure, c'était 6 chiffres. Hein. Là, tu nous fais du 9. Ouais. Alors, voilà, on peut prendre celui-là. Je vais juste... oui, les nombres à 6 chiffres, je les décompose en facteurs premiers, et les nombres à 9 chiffres, je les multiplie entre eux. Ok, donc là, dans le chat, on a 648 524 187. Ouais, il est très bien, lui. Alors, donc, on a dit 648 524 187. D'accord, et que je vais multiplier par 142 857 143. Toc. Alors là, tu fais ça sur le tableau? Ouais. Ok, alors je bascule sur le tableau. Ok. Hop. Vous voyez, c'est bon? Donc, il va me falloir à peu près 1 minute, si tout va bien, pour trouver le résultat de ce produit. Donc, écoutez, je me lance. Et donc, on met le chrono. Et voilà, si vous voulez. Et c'est parti. C'est parti. Donc, je pense que ça va
Si quelqu'un dans le chat peut lancer un chrono, ça serait cool 9, pour savoir le temps. 1, 2, 1, 6, 1, 4, 1, 6, 1, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 6, 8, j'ai réécrit en dessous, hein. 1, 0, 1, 6, 1, 9, 1, 3, 1, 2, 1, 0, 1. Ah mais non, je me suis trompé Tristesse. Parce que normalement, ça ne doit pas se finir comme ça, et là, ça se finit. Bon, alors je vais recommencer doucement. Hein. Ok. Alors, le 9, je valide. Le 2, je valide. Le 6, je valide. Le 4, je valide. Le 6 aussi. Le 3 aussi. Ah ben non, c'est là où je me suis trompé, les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ouais, moi j'ai tout de suite vu l'erreur, j'ai rien voulu dire. Ah, mais j'ai tout de suite vu l'erreur, évidemment. Je pense qu'après, là, ça doit être un 1. 1. Un 1 ici. Ça semble mieux, hein? Ah bah moi, c'est ce que j'ai pensé dès le début, mais bon. Un 2, un 4, et puis un 4, et puis un 8, et puis un 9. Là, je vais être obligé d'écrire en dessous. Un 7, un 9, un 5. Là, il va me... Oh, je me suis encore trompé. Ouais, bah, vous savez quoi, c'est pas si facile que ça, hein, vous savez. Bon, on va peut-être un peu dépasser la minute, mais... Ouais, c'est possible, hein. Ouais. Et ben, voilà, moi je... Voilà. 55. Eh ben non, c'est parce que c'est là où il y a le 6. Ah, mais je vais y arriver, hein. Je suis désolé, ouais, je vais être au-dessus de la minute. Il y a un 6 là, normalement. Vous pouvez vérifier, hein, si je me trompe, vous me le dites. Et puis, après, il y aurait bien un 9 quand même. Un 6. Oh, c'est encore compliqué. Bon, vous me dites, j'ai juste au Alors, dans le chat, j'ai quelqu'un qui est très gentil avec moi qui dit Vincent l'aurait fait en 7 secondes. Et j'ai quelqu'un qui dit le 4 est faux. Est-ce qu'il y aurait un 4 qui est faux? Donc voilà, c'est donc regarde le chat, si tu peux regarder dans le chat, il y a une indication. Ou celui-là? Peut-être celui-là, non? Ah, le suivant, celui-là? Ok, bah écoutez, moralité, c'est pas si facile que ça. Hein. Ah, tu vois, c'est le genre de truc, tu essaies plein de fois, ça marche, puis après, ça marche plus. Ce que je vous propose de faire, comme je fais souvent avec mes étudiants quand je me suis planté, c'est de dire, eh ben, on va le faire ensemble. Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît très bien. Ok. Donc, malgré tout, ce qui se passe, c'est que le 142 millions, ouais, c'est ça, Emmanuel, c'est le stress du direct. Ouais. 142 857 143, c'est pas du tout un nombre quelconque. Et malgré tout, voilà, ce nombre-là, en fait, c'est 1,1 milliard divisé par 7. Il a l'air comme ça très gentil et tout ça, tout innocent, mais en fait, pas du tout. C'est 1,1 milliard divisé par 7. Donc, quand vous allez multiplier un nombre à 9 chiffres par 1,1 milliard divisé par 7, c'est comme si vous écriviez 2 fois à la suite le nombre à 9 chiffres et vous divisiez par 7. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire en me plantant lamentablement, mais peut-être qu'en prenant un peu le temps, on va y arriver. Donc l'idée, c'est que vous prenez le nombre du haut et vous le divisez par 7. Alors, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai dit 64. Quand on le divise par 7, bah, c'est 7 fois 9 plus 1. Donc, j'ai écrit le 9 en bas et j'ai retenu 1 en haut. Ensuite, il me reste 18. 18, quand je divise par 7, eh ben, le quotient, c'est 2, il me reste 4. Et je continue comme ça, de proche en proche, à descendre à faire les divisions les unes après les autres, à poser le quotient en bas et à garder la retenue en haut. Eh ben, on peut essayer de le faire là en direct, comme ça on va essayer de l'avoir quand même jusqu'au bout ce truc-là, non? Mais bien sûr, donc voilà, on a 64. Bon, je connais pas ma table de 7, mais ça c'est notre problème. Bah, moi non plus, tu as vu. 64, quand tu divises par 7, ça fait 9, il reste 1. Le 18, quand tu le divises par 7, eh ben, ça fait 2, il reste 4. Ouais. Donc j'écris le 4 en haut.
45, quand tu le divises par 7, eh ben, c'est un quotient de 6, parce que 6 fois 7, 42, il reste 3. 32, tu le divises par 7, ben, c'est 4, et il reste 4. 44, eh ben, c'est 6 fois 7, 42, et il te reste 2. Ouais. Le 21, ben, c'est 3 fois 7, il reste 0. 0,8, eh ben, c'est 1 fois 7, et il reste 1. Et puis là, 17, c'est 2, il reste 3. Ah oui, et c'est pour ça. Alors là, c'est vrai que j'ai souvent une difficulté à ce moment-là, c'est qu'après le 3, il faut le remettre devant le 6. Parce que si vous vous souvenez, il faut écrire ce nombre-là 2 fois l'un à la suite de l'autre. Est-ce que tu pourrais l'écrire 2 fois l'un à la suite de l'autre en dessous sur le tableau pour bien fixer les idées, de bien dire ce que tu es en train de faire? Sur le tableau, comment ça? En bas. Juste pour que. Ah oui, d'accord. Ouais. Qu'on les sous les yeux. 524 187 milliards. 648 524 187 que je dois diviser par 7. Ok, c'est ça qu'on est en train de faire. Et voilà. Parce qu'au lieu, tu as remplacé, donc hein, si j'ai bien compris, tu as remplacé une multiplication par 142 850 143 par le fait que ça c'est 1 milliard 1 que divise 7. Et donc, tu multiplies par 1 milliard 1, et ce qui revient à faire ce que tu as écrit en dessous. Et puis ensuite, tu divises par 7 le résultat. C'est ça. C'est ça. Sauf que... Dans le chat, vous nous dites si c'est pas clair, ou si c'est clair, ou dites-le. Hein. Ah. Moi, je crois que j'ai compris à peu près ce que Jean-Baptiste est en train de faire. Et ce qu'il y a, c'est que, voilà, là, il y a le moment critique, en fait, où quand on finit la fin du nombre à 9 chiffres, il faut remettre la retenue au début et recommencer. Et c'est souvent un moment qui est un peu critique, et d'ailleurs, ce soir, ça n'a pas manqué. Ouais. Et donc, ce 3, il faut que je le remette, en fait, ici, au-devant du 6, et recommencer avec d'autres restes. Le refaire une deuxième fois. Donc, on peut recommencer. Si je mets le 3 ici, qui est le reste, 36, ça va me donner 7 fois 5. Il va rester 1. Ensuite, là, ce 1, je le mets là. Donc, 14, ça va être 2. Il va rester 0. Et je retombe sur le 8. Le 8, c'est 1 fois 7 plus 1. Donc, le nouveau reste ici, c'est pas 1, c'est pas 4, mais c'est 1. Donc, 15, c'est 2 fois 7 plus 1. Donc, le nouveau reste, c'est 1. Donc, 12, c'est 1 fois 7 plus 5. 54, c'est 7 fois 7 plus 5. Donc, le nouveau reste, c'est 5. 51, c'est 7 fois 7 plus 2. Le nouveau reste, c'est 2. 28, c'est 8 fois 7. C'est 8 fois 4, c'est 4 fois 7. Il reste 0. Ouais. Pour 7, c'est 1, il reste 0. Pour 6, c'est 0. Et puis 64, ça va donner 9, il va rester 1. Et 18. Ça devrait diviser et ça divise pas. Ça devrait diviser. Il y a des soirs comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Vincent? Moi, je crois qu'il fallait pas que tu m'invites. Hein. Ah, je suis content. Je vois que mon influence négative traverse. Je pense que ça se finit par 24. Parce que 8 fois 3, 24. Mais bon, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est pas si simple en fait. Mais voilà, vous avez compris quand même. Honnêtement, qu'avec un peu d'entraînement. Je trouve que la procédure est remarquablement simple. Évidemment, le truc, c'est que tu n'as pas pris un nombre au hasard, quoi. En fait, ce 142 857 143, lui, il est vraiment pas au hasard. Mais c'est vrai que si tu veux impressionner quelqu'un, avec un peu d'entraînement, bon là, avec les conditions qu'on a vécues, voilà, ça n'a pas fonctionné, mais c'est vrai que c'est un algorithme qui est relativement simple. Franchement, c'est assez impressionnant. Oui. C'est assez impressionnant. Alors, dans le chat, j'ai quelque chose. Vous pouvez... Ah oui, là, donc il y a des gens qui ont des problèmes de connexion et donc dans les modos les aident. Cet Alexander Aitken qui excelle dans tout ce qu'il fait, c'est quand même assez incroyable. Pour la blague, cela me fait penser à cette petite chanson de Bernard Lavilliers des Fatal Picards. Bon, on écoutera ça. On écoutera ça, Emmanuel. Ok, donc ça c'est notre premier truc, et le premier truc il est vraiment fondé sur le fait qu'il faut utiliser 142 857 143. Ça c'est clair. Ouais, mais alors, en fait pour moi ça change pas grand chose parce que je peux prendre n'importe lesquels, je me plante pareil, mais si vous êtes un peu fort, vaut mieux prendre celui-là.
Et Aitken était capable de faire ça pour n'importe quel chiffre? Non, quand même pas. Si. Il pouvait faire des multiplications de deux nombres à 9 chiffres quelconques. Ouais. Ouais, ça part. Ça faisait partie de ses super pouvoirs, mais voilà. Je n'y pense même pas. Bon, très bien. Je pense est-ce qu'on revient sur le diaporama? Ça paraît. Oui? Ouais, bonne idée. Ok. Donc on y est là. Donc, produit de nombre à 9 chiffres, les décimales d'une fraction, les facteurs premiers d'un nombre. J'avance peut-être un peu, tu me dis? Oui, bah très bien, mais on peut faire on peut essayer de foirer le deuxième tour aussi si on veut. Non, mais quand ça part de travers, souvent. Non, tu vas voir. Ça marche comment? Les décimales d'une fraction. Oui. Et ben alors l'idée, ça va être par exemple d'essayer de prendre une fraction un peu au hasard, de la façon dont ça doit être décrit sur un des slides qui vient, en faisant la somme de deux nombres en haut pour le numérateur et la somme de quatre nombres en bas pour les dénominateurs. Donc là, tu me demandes d'aller plus loin dans le transparent, c'est ça? Oui, il doit y avoir une procédure pour choisir la fraction dont on veut l'écriture décimale en fait. Alors, ah oui, voilà. Est-ce que c'est ce transparent, dis-moi? Eh ben, il y a un peu de temps de latence, alors je ne sais pas encore, mais dès que ça s'affiche, je te le dirai. D'accord. En attendant, tiens, je peux te dire quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. J'ai quelqu'un dans le chat qui nous écrit, ma fille de 9 ans écoute. Eh ben, c'est gentil comme tout. Alors, il y a Emmanuel Jacob qui nous demande, est-ce que c'est Aitken qui a popularisé ce truc de la multiplication par 142 millions et patin et couffin? Je crois pas. Mais en fait, lui, il n'en avait pas besoin. Lui. Donc, non, ça, je crois pas l'avoir vu là. Ok. Je crois pas l'avoir vu là. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, on m'a appris qu'on a inventé les logarithmes pour pouvoir calculer plus simplement de grandes multiplications, alors qu'en fait, il suffisait d'inventer Alexander Aitken. Ah oui, c'est une blague. Ouais, c'est pas bête. C'est vrai. Voilà, alors là, si tu vois là, pas bon, hein. le slide, il y a un vrai problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, l'idée là, bah, ça pourrait être par exemple de demander à n'importe qui dans le chat de choisir deux nombres sur la même ligne, la première ou la deuxième, et d'en faire la somme pour trouver le numérateur. Et de choisir quatre nombres au hasard dans le tableau du bas, sachant que la seule contrainte, c'est qu'il faut qu'ils soient tous sur une ligne et une colonne différente. Alors, moi, ce que je propose que Epsilon Pi, dont la fille de 9 ans écoute, et bien que ça soit sa fille de 9 ans qui choisisse pour le numérateur. Et puis, j'ai quelqu'un d'autre, Mathias Zessin, qui dit on écoute en famille aussi, et bien pour eux, ils vont choisir le dénominateur. Donc voilà, bah, c'est parfait. Je vous laisse choisir et vous nous dites ça dans le chat. Et puis là, j'ai quelqu'un... Et donc, l'idée, c'est que je vais essayer d'écrire l'écriture décimale de cette fraction de tête. Voilà. Alors, le temps que la fraction s'écrive, je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur le chat pour regarder quelqu'un qui nous parle de 1/7. Oui, eh bien sûr, oui, ça c'est une capacité, une propriété géniale de 1/7 dont on va parler dans 3 minutes 30 à peu près. Ok, très bien, donc on va y revenir. Alors il y a Epsilon Pi qui dit 28, est-ce que 28 est acceptable? Oui. 28 est génial. Et génial, parfait. 28. Donc je vais comment... Oui, on attend quand même la... Oui, tout à fait, on attend... le numérateur, et puis après tu pourras passer sur le... 34. Alors, je vais donc essayer de trouver 28 34e de tête, ce qui fait donc 14 17e. Donc, vous pouvez vous précipiter sur vos calculatrices. Et c'est parti, je commence à écrire. 82, alors 3, 52, 94, 11, 76, 47, 05, 88, 23, 52. Ouais. Ça doit être ça. 10, 15... Ouais, il doit y avoir une petite trentaine là. C'est la folie. Tu as fait ça. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si on a lancé un chronomètre, mais là, pour le coup, tu es allé vraiment vite. Hein.
Il fallait que je me rachète. Bravo, bravo, bravo. Je crois que, dans le chat, est-ce qu'on peut vérifier? Parce que bon, là, moi, peut-être je me fais c'est un peu de l'esbrouf. Donc, si dans le chat, on pouvait vérifier, en regardant sur Google, qu'il n'y ait pas une arnaque dans ce qui vient d'être calculé. Ouais, c'est bien. Non, non, elle est ailleurs. Arnaque. Donc, dites-moi si c'est bon dans le chat. Si c'est bon, je crois qu'on peut féliciter. Google n'a pas assez de décimales. T'as fait mieux que Google. T'as fait mieux que Google. Bon, je crois que là, je veux un tonnerre d'applaudissements via le chat. Là, je crois que ma calculette non plus. Ça va, t'as explosé les calculettes en temps, etc. Donc ouais, là, je pense que là, tu t'es largement racheté de la multiplication de tout à l'heure. Merci Vincent. J'étais à 2 doigts d'arrêter le stream, hein, tu sais ça. Merci. Bon, on est passé. T'es passé à ça, du bannissement du Mad Game à vie. Alors, il va pas falloir que tu regardes les slides d'après parce que ça va te décevoir, hein, c'est un peu facile. Alors, écoute, justement, les slides d'après, on y va. On y va. Oui, parce que en fait, ce que j'ai fait là, vous allez être aussi capable de le faire très vite, parce que ça se base sur juste retenir 8 chiffres, donc moins qu'un numéro de téléphone, et savoir multiplier par 6. Ok. C'est tout. Bon, déjà, moins qu'un numéro de téléphone, déjà pour certains c'est un exploit, pour moi par exemple. Je vois ici, il y a Marguerite qui dit sur Python, j'ai eu jusqu'au 0,58 de bon. Très donc bien. je pense que là ça c'est bon. Là tu as masterisé. Alors donc je vais passer aux slides qui suivent et qui vont expliquer. Donc là il y avait les choix, les bons et mauvais choix, mais les choix ont été très bien faits. Et puis donc là tu nous fais quelques rappels sur les rationnels. Oui, parce que les rationnels, évidemment, ils ont des propriétés lorsqu'on s'intéresse à leur écriture décimale, donc à l'écriture sous la forme avec une virgule, qui sont quand même assez sympas, dans le sens où, dès que vous avez un nombre rationnel, l'écriture de ce qu'il va y avoir après la virgule, c'est toujours périodique. Alors, il y a des périodes qui sont immédiates, par exemple, un tiers, c'est 0,33333. Là, on la voit bien, la période. C'est une période de longueur 1 constituée de 3 qui se répète toujours. Donc, du coup, si on vous demande la 2703e décimale de 1 tiers, vous pouvez répondre tout de suite. C'est pas très dur. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vrai, parce que 1 quart, c'est pas du tout périodique. 1 quart, c'est 0,25 et ça s'arrête là. Oui, mais non, parce qu'après le 5, on oublie bien sûr tous les zéros qui suivent et qui sont, eux, périodiques. Et quand on a une suite de zéros comme ça infinie, on a une suite exactement, merci Quentin, on a une suite qui est périodique à partir du 5 et la période c'est 0 et la longueur c'est 1. Et puis on a plein d'autres exemples comme ça, par exemple 1 sur 99 c'est 0,010101, cette fois la période est de 2. Et le point commun entre tous les rationnels, c'est qu'ils ont une période toujours. Et c'est même ça ce qui les distingue par exemple des irrationnels comme pi, e ou racine de 2 ou 3, qui ne sont jamais périodiques. Et on va utiliser cette périodicité justement pour pouvoir en déduire les décimales sans effort. Et on va juste se souvenir de la période et on va en déduire tout le reste. C'est ça un peu l'astuce. Donc oui, dans le chat, on a 22 septièmes qui est une bonne approximation de pi. Et 22 septièmes, oui, c'est 3,142 857, 142 857, 142 857. Donc on n'est pas loin du 314. Ah ouais. Oui, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, on est tout près du 142 857 143. 142 857, ça va ensemble. Enfin, oui, je crois que cette remarque était faite dans le chat, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien lu. Oui, c'est là où je l'ai lu, je m'en étais pas rendu compte. Ouais, si. Et voilà. Et si on s'intéresse maintenant au rationnel de la forme 1 sur P, il y a des choses, des propriétés marrantes qui apparaissent. Alors c'est vrai pour P sur Q aussi, mais enfin bon, pour 1 sur P, en tout cas, la propriété 2, c'est que la longueur de la période dans la suite des chiffres décimaux que vous allez avoir, eh bien, nécessairement, elle est plus petite que P-1. Pourquoi? Parce que quand vous faites la division par P, de n'importe quoi d'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il y ait un 1 en haut, mais quand vous divisez par P, eh bien, les restes disponibles, c'est 0, 1, 2, 3, 4, enfin c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à P-1. Donc,
À partir du moment où vous allez retomber sur un de ces P-1 restes, eh bien, vous allez boucler comme ça, et c'est ça ce qui va vous créer votre période. Donc, la période, elle peut être au maximum égale à P-1. Et les nombres tels que 1 sur P ait une période dans son écriture décimale qui soit égale à P-1, donc la plus longue possible, on les appelle les entiers longs. Donc, lorsque P est un nombre premier, on va dire que c'est un nombre premier long. Et d'ailleurs, il y a une propriété qui me semble profondément contre-intuitive et que j'arrive toujours pas à comprendre, c'est qu'apparemment, il y aurait un tiers des nombres premiers qui seraient longs. Ah oui, c'est... Un tiers des nombres. Et moi, ça me semble complètement dingue parce que je trouve que c'est complètement improbable qu'on réussisse à choper tous les restes avant de reboucler. Et que plus le nombre premier est grand, moins c'est probable, plus ça devrait tendre vers 0. Et donc, je ne comprends pas. Donc, ça fait partie des mystères, pour moi, qui... Et d'où on la connaît, cette propriété? Et on la connaît depuis longtemps. Ça vient d'où? C'est vrai qu'elle est perturbante. Non, c'est assez récent. Ah, enfin, pas très longtemps qu'on me l'a raconté. Mais j'en sais pas beaucoup plus. Ouais, bah, peut-être quelqu'un en sait plus dans le chat. Si jamais quelqu'un en sait plus dans le chat, qui le dise. Voilà, à peu près savoir quand c'est sorti cette propriété, qui l'a fait, ça peut être cool de le savoir. Ouais. Ok. J'ai su le nom, mais je ne sais plus le nom. Et donc, les premiers exemples des nombres premiers qui sont longs, eh ben, c'est justement 1/7. Ah, pardon, avec son fameux je suis passé trop vite. Donc, c'est 1/7 avec ce 142 800, il n'y a pas de mal, 857. Et puis, c'est 1/17, le deuxième. Et c'est peut-être pas forcément un hasard si, dans la fraction que je vous ai fait totalement librement choisir, eh ben, au dénominateur, on avait toujours un 34 et au numérateur, on avait toujours un nombre pair. Pourquoi? Parce que moi, j'avais envie que ça retombe sur des 17e parce que c'est ces fractions-là qui sont les plus impressionnantes quand on veut trouver l'écriture décimale. Ah oui, c'est ça, quand tu me disais l'arnaque, elle est ailleurs, elle est là. C'est que dans le choix, tu nous as forcé à avoir 34 au dénominateur. C'est ça le truc? Exactement. Et ça s'appelle une matrice de forçage en magie. C'est-à-dire que quel que soit le choix dans vos cases que vous faites, vous tombez toujours sur 34. Ça peut se démontrer assez simplement en regardant les différents cas et en notant que quand on augmente d'une unité sur une ligne, on est obligé de baisser d'une unité sur une autre ligne, etc. Enfin, ça se démontre facilement. D'accord. Et donc... Ok. Voilà. Alors, il y a Quentin qui demande si ça a été découvert le 14 février 1857. Non. Et je peux aussi vous dire que la personne qui a comme numéro de téléphone le 05 88 23 52 94, eh ben, n'existe pas. Ce numéro n'est pas attribué, mais moi, j'aimerais bien l'avoir si j'étais dans le sud-ouest. C'est pas vrai. Voilà. Non, mais attends, il n'est pas attribué à cause de ça? Ben non, parce que j'ai essayé et parce que je voulais annoncer la bonne nouvelle à la personne. Tu vas finir en prison pour harcèlement, tout ça. Tout ça parce qu'il est tombé amoureux des décimales de 1/17e. Ouais, ceci dit, non, quand ça n'a pas répondu, j'étais un peu soulagé parce qu'en fait, je ne me voyais pas trop expliquer pourquoi j'appelais. Mais voilà. Voilà, donc ça ne répond pas. Donc, il y a autre chose qui est fascinant dans ces nombres, dans ces séquences des écritures décimales des 1 sur P ou P est long, c'est que quand on les multiplie par des nombres qui vont de 1 jusqu'à P-1, on va retomber sur la même suite mais décalée. C'est ce qu'on voit avec le 142 857. Là, j'ai mis 142 en rouge pour qu'on voit où ça se passe. Mais on se rend compte que si on les avait écrits sur un morceau de papier qu'on avait collé le début à la fin, eh bien, on dirait toujours la même chose, quoi. Ça se suivrait toujours. C'est des nombres cycliques. Donc, oui, c'est vrai, avec pi, c'est vrai, c'est marrant aussi, j'ai pas essayé. Donc, il se passe la même chose pour 17, et ça va évidemment me servir énormément quand je vais vouloir calculer n 17e, parce que je sais que la période, c'est la même, sauf qu'elle démarre pas au même moment. Donc, toute la difficulté, ça a été de trouver quel était le début de la période, et après, eh bien, je devais juste dérouler toute la période des 16 chiffres. Alors, il faut que j'aille un peu plus loin, là, j'imagine, c'est ça? Ouais, parce que en fait, j'ai pas retenu les 16, mais il suffit d'en retenir que la moitié. Parce que ces périodes, elles ont des propriétés qui, moi, ne cessent de m'éblouir. Non, mais vraiment,
dans leur équilibre et dans leur harmonie. Si on compare, par exemple, dans le 142 857, le premier chiffre et le quatrième, ils somment à 9. Le deuxième et le cinquième, ils somment à 9. Le troisième et le sixième, ils somment à 9. Et puis quand on les met côte à côte, évidemment, et qu'on les somme 2 par 2, ça donne 99. Et quand on les met en 2 groupes de 3, eh bien, ils somment à 999. Et on retrouve les mêmes propriétés pour la période de 1/17e. Et ça, c'est des propriétés qui me fascinent, que je trouve très, très belles. Et qui font, en plus, que ça a un avantage pratique non négligeable, qui est que si on connaît la première moitié de la période, on peut en déduire, en faisant le complémentaire à 9, la deuxième moitié de la période. Ça fait penser à... bon, là, on est en base 10, donc on a 9 qui apparaît. Si on change de base, il se passe quoi? Il se passe que 17 est plus du tout un nombre premier long, mais il y a d'autres nombres premiers longs pour les autres bases de calcul. Pour les autres bases, Okay. En binaire, il y a d'autres nombres qui sont premiers, etc. D'accord, donc on ne pourra pas le faire avec ça, mais avec d'autres. Là, il y a Emmanuel Jacob, pour le coup, ça doit toujours être vrai pour les premiers longs, non, et ça doit s'expliquer avec la suite des restes. Je veux dire que le fait que le n sur p s'écrive pareil modulo une translation. Oui, je plus sois avec cette remarque d'Emmanuel, même si je n'ai pas la démonstration là en tête. D'accord. Très clair. Très bien, donc là on revient à nos moutons, à ce que je vois. Oui, on va essayer de revenir à nos moutons, parce que là j'ai fait des digressions et des rappels sur les nombres rationnels, mais nous ce qui nous intéresse quand même finalement, c'est d'essayer de trouver cette fameuse écriture de 14/17e. Donc moi en fait tout ce qui m'intéressait, et vous pourrez le faire pareil chez vous après, c'est simplement la valeur du numérateur. Parce que je sais qu'en bas, ça va être 17. Donc, à la limite, dès que Epsilon Pi, et avec l'aide de sa fille, nous a donné 14, enfin, nous a donné 28, moi, je savais que ça allait être 28 34e. Donc, il fallait que je trouve absolument l'écriture décimale de 14/17e. Et là, pour trouver 14/17e, en fait, il faut juste trouver à quel endroit on démarre. Et la détermination des deux premiers chiffres est suffisante. Et pour trouver ces deux premiers chiffres, il y a une méthode super simple qui existe, que je donne normalement juste après, qui est de dire que si, par exemple, vous avez n/17e à trouver, il faut faire 6n-1, ça va vous donner les deux premiers chiffres si n est plus petit que 8, et 6n-2 sinon, s'il est plus grand. En l'occurrence, là, c'était 14. Donc, je me suis fait 6 fois 14 dans ma tête, et ça fait 84. J'ai enlevé 2. Parce que 14 est plus grand que 8, donc ça fait 82. Et j'ai cherché dans ma suite 05, 88, 23, 52, où j'avais un 82. D'accord. Ok, donc en fait, il faut connaître la suite, bien entendu, par cœur, et se rendre compte de cette propriété. Je vois. Il faut connaître au moins la première moitié, le 05, 88, 23, 52. Ouais. Donc je vous le dis, 05, 88, 23, 52. Et après, vous complétez avec le complémentaire à 9. Pour le 05, vous en déduisez le 94, le 88, vous déduisez le 11, le 23, le 76, et le 52, le 47. Il y a une autre astuce, si vous voulez un peu voir de quel côté ça se passe, c'est que dans la première moitié, il n'y a que des 0, des 2, des 3, des 5 et des 8, et dans la deuxième moitié, il n'y a que des 1, des 4, des 6, des 7 et des 9. Donc ils sont bien séparés, c'est facile. Quand vous m'avez dit 82, je savais que c'était dans la première moitié. Ok, oui, c'est l'astuce là qu'on voit ici. Ok. Alors dans le chat, il y a quelqu'un qui nous dit 37% d'entiers longs, c'est la conjecture de Émile Artin. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est bien possible. Je ne me souviens plus du nom du chercheur, mais c'est bien possible. Ouais, et 37%, c'est beaucoup trop gros. Moi, ça me choque. Ouais, c'est vraiment étonnant, quoi. C'est étonnant. Ouais. Voilà. Ça fait partie des choses étranges. Donc voilà, donc maintenant, en fait, avec un peu d'entraînement, et apparemment c'est plus facile que de multiplier les nombres à 9 chiffres entre eux, pour moi, et ben voilà, vous pouvez continuer aussi loin que vous voulez cette suite de décimales, et puis même si on vous donne des nombres pas trop compliqués, par exemple, si je vous demande la 3202e décimale de 14/17e, bah, c'est pas trop dur, parce que 3200, comme c'est divisible par 16, vous savez que cycliquement, la 3200e, bah, c'est la fin de la séquence d'avant. Et donc, la 3202e décimale de 14/17e, bah, c'est juste la deuxième décimale de 14/17e. Donc, c'est 2. Ok. Il suffit de diviser par 16. Ok. Il suffit de prendre le reste modulo 16 de
du numéro de la décimale qu'on vous demande et vous y arrivez comme ça. Donc dans le chat, on m'a corrigé parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit Artin, c'est Artine évidemment. Ok. Donc ici c'est ce que tu viens d'expliquer. Donc comment est-ce que on attrape ces premières décimales avec l'exemple de 6/17e. Là pour le coup ça peut être un exemple pour c'était l'exemple du début, c'était notre énigme là si je me souviens bien. Et oui, exact. Et ben voilà. Donc quand on a 6/17e, qu'est-ce qu'on fait? On fait 6 x 6 moins 1, 35. On cherche 35 dans la liste. Donc c'est dans 23,52, mon 35. Donc on démarre là. On écrit donc 0,35. Et puis ensuite on continue 2. Et puis 94, 11, 76, 47. Et on boucle 0,5, 88, 23,52. Et on continue comme ça. Bon, il y a quand même une petite gymnastique pour trouver le 35. C'est quand même... Enfin bref. Ben, alors, il faut se souvenir, le truc que je fais, c'est qu'il faut se souvenir que 1/17e, c'est un tout petit peu en dessous de 0,06. Parce que c'est 0,0588. Donc, c'est normal que les deux premières décimales, ce soit un tout petit peu en dessous de 6 fois le numérateur. Donc, un tout petit peu en dessous de 6 x 6. Donc, 6 x 6 moins 1. Ah, ok. C'est comme ça que je fais. Et comme ça se fait bien. Très bien. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir bien impressionner. Le deuxième truc, je ne sais pas pourquoi il me rassure plus que le premier, mais en fait, il est quand même pas si facile à maîtriser. Hein. Je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu, quoi. Faut pas y aller. Ouais, faut pas y aller comme moi avec les multiplications des nombres à 9 chiffres. Ouais, faut... Enfin, je sais pas, les nombres à 9 chiffres, je pense que je t'ai mis la pression en mettant en te disant moins d'une minute. Mais non, mais c'est pas de ta faute. C'était stupide. J'aurais dû te laisser faire tranquille et puis c'est tout, quoi. Factorisons. Non, attends, mais il y a encore la factorisation des nombres à 6 chiffres. Non, ça, c'est sérieux. C'était la deuxième. Vous vous souvenez, c'était la deuxième énigme. Ah, mais oui, la deuxième énigme, oui, alors allons-y. On s'était dit qu'on se ferait 768 000, je sais plus combien, 231. Alors, ouais, et tu l'avais factorisé en direct sur le tableau. Est-ce que tu veux qu'on repasse sur le tableau? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc, on avait dit 768 231. Et ça, il fallait essayer de décomposer ça, de factoriser ça. Donc, est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui ont réussi à factoriser ça sans tricher. Produit de facteur. Et alors, il faut pas mettre le résultat parce que comme tu vas le faire, donc juste dans le chat, vous nous dites si quelqu'un y est arrivé, honnêtement. Si, le 768 a été au hasard. Si, le 700, donc ok. Oh, si, peut-être pas, remarque. Oui, non, ouais, alors ça c'est vrai. Le 231 était au hasard, mais le 768 non. Ouais, parfaitement. Ah oui, mais alors tout à l'heure on a donné une fausse indication en disant que le 768 était pas au hasard. Ah ouais, je croyais que c'était le 768, oui, je me souvenais plus. Oui. Le deuxième avait été choisi au hasard. Le premier est choisi au hasard, le deuxième non. D'accord. Bon, bah c'est déjà pas mal là. On a déjà une très bonne remarque pour démarrer. Allons-y. Ouais. Donc comment ça marche? On y va donc. Comment ça marche? Ça marche tout simplement en... Alors déjà, je peux le faire comme ça. Ça, c'est divisible par 37, c'est divisible par 27 et c'est divisible par 769. Et ça, tout le monde peut le faire sans aucun entraînement en 1 seconde systématiquement. Dans 2 minutes, vous serez capable de le faire. Ah oui, parce que déjà, un truc que je vois tout de suite, c'est que 769, c'est 768 plus. Hein. Ça ne doit pas être un hasard. C'est pas un hasard. Alors, il y a autre chose qu'on peut voir. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a autre chose qui peut être notée aussi assez rapidement. C'est 37 fois 27, qui est égal à 999. Ah, mais voilà ton complément à 999. Mais c'est ça. Quel astucieux. Quelle astuce. Mais oui, c'est rigolo. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on m'a donné 231, le truc, c'est que moi, j'ai choisi en effet un autre nombre qui dépendait exactement de 231, de la façon dont Quentin l'a très bien mis dans le chat, à savoir, j'ai pris simplement le complémentaire à 9 à chaque fois. Le complémentaire de 9 à 2, c'est 7. Le complémentaire de 9 à 3, c'est 6. Et le complémentaire de 9 à 1, c'est 8. Donc, j'ai choisi 768. Ce qui est bien, souvent, c'est que quand vous avez 3 chiffres qui sont différents, 231, 768, ça fait
ça passe Ouais. tout seul, sauf qu'on a des matheux dans l'assistance. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces nombres-là, de particuliers? Les nombres à 6 chiffres qui s'écrivent tels que la somme de leurs unités, de leurs dizaines, de leurs centaines, somme à 9, c'est bêtement des multiples de 999. Et c'est des multiples de 999, et c'est le nombre des milliers plus 1 fois 999. Bah oui, c'est normal, parce qu'on est un tout petit peu en dessous de 769 000. Donc c'est 769 fois 999. Et 999 étant égal à 37 fois 27, et bah directement, en faisant ce nombre à 6 chiffres qui semble un peu pris au hasard et choisi à moitié par le public, on peut directement dire, bah ça c'est divisible par 37. Et on peut le dire sans regarder le chiffre, sans regarder le nombre. Ok. Et moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même très impressionnant. Une fois que c'est expliqué, on comprend. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Les tours de magie sont toujours un peu décevants quand on connaît l'explication. Tu trouves que c'est décevant? Bah, en fait, moi, je trouve que les tours de magie sont carrément décevants quand on connaît l'explication, les tours de magie classiques. Ouais. Par contre, les tours de magie mathématiques, pas tant que ça. Quand tu regardes ce qu'on a fait pour trouver les décimales d'une fraction, bah, moi, je trouve que ça reste magique, en fait. Mais Oui, c'est vrai que là, il y a après, quand même quelque chose de magique. Il y a quelque chose, on a l'impression qu'on n'a pas tout bien compris encore, qu'il manque des trucs. Là, je suis assez d'accord. Là, ça fait un peu moins magie, peut-être. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, bah, c'est disons que très, très l'effet, impressionnant. Et alors, comment ouais, tu fais pour le l'effet est fort. 769 après? Parce il va falloir le décomposer, Oui, 769. bah alors, est-ce que 769 est premier? Iris de question, c'est pas trop divisible par ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. Alors, c'est peut-être divisible par 13, mais plus on avance, moins c'est probable. Ouais. Et bon, je trouve qu'il y a une bonne tête de nombre premier, non? Ah, comme ça, au pif. Non, parce qu'en fait, tu devrais aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 30, c'est ça? Jusqu'à combien tu dois aller? Non, même pas à Bah, 20. tu dois aller jusqu'à racine carrée Ouais. de 769. Ouais, tu dois aller jusqu'à, oui, un peu avant 30, ouais, 27, 28. Parce que quand tu arrives vers ces zones-là, c'est quand même pas si facile que ça, hein, de, de Non, vérifier. ça demande un peu plus de temps, mais moi j'ai bon espoir. Tu sais, il n'y a qu'une chance sur 13 qui soit divisé par 13, et puis une chance sur 17 qui soit divisé par 17, et pareil sur 19. Donc non, moi je m'en fais pas trop, ça devrait passer. Alors, donc Alors on peut toi, vérifier que 769 est 769. premier, est-ce que c'est vrai dans le chart? Au moins qu'on vérifie ça. Voilà, c'est la conjecture de Aubin. La conjecture de Aubin, la fameuse conjecture de Aubin, 769 est premier, votre tour de magie est terminé. Peut-être. Oui, c'est bon. C'est vrai, c'est vrai? Bah, apparemment c'est vrai, ouais. C'est vrai. Docteur Brunian semble confirmer ma conjecture. Ah ouais, pas mal, pas mal. Non, mais tu dois en connaître un paquet de nombres premiers, hein, de plus petits que 1000 aussi, j'imagine, Oula, à force. oula. Oui, oui, à force, ouais. À force. Euh, Euh, hmm. alors, conseil de pro en cas d'insomnie, décomposez l'heure sur votre réveil en facteur premier avant de passer à la minute suivante. Ah, les insomnies abominables. Moi, je préfère me Ouais, rendormir moi tout de aussi, c'est pas suite. mal, j'aime bien, moi. Alors, peut-être Ouais, on mon préféré, revient moi, c'est. au Ouais. diaporama, peut-être? Non, parce que oui, oui, de toute façon, oui, oui, mais je pense pas que il est fort raisonnable de continuer le diaporama jusqu'à la fin quand même, hein. Oui, oui. Là, je Vu pense qu'il est que là, 21h15. maintenant, oui, ça fait 1 heure. Je pense qu'il faut même penser à accélérer. Donc, ici, il y a Ouais. l'explication, peut-être. On peut revoir cette explication, la redire avec des. Oui, 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 c'est juste l'explication avec le calcul littéral pourquoi tout nombre qui est de la forme dont les centaines, les dizaines et les unités somment à 9 est un multiple de 999. Et avec un exemple juste en dessous. Donc, bon, rien de méchant, mais ouais, ça fait toujours du bien Ouais, de l'avoir écrit. Donc ça, si de jamais, voir ça. on va pas trop y rester parce qu'on est un peu pris par le temps là, mais faites une capture d'écran et revenez-y si vraiment vous avez envie de comprendre comment ça marche ce truc-là. Hmm. Et là, tu décris ton tour. Avec un raffinement ultime. C'est quoi le raffinement ultime? Le raffinement ultime bah, c'est simplement de sauter sur le. C'est divisible par 37. Ah oui, c'est Et ça. puis, de dire. Puis comme ça laisse du temps pour essayer justement de décomposer ce fameux nombre des milliers plus Ah 1, mais oui, qui est oui. peut-être pas premier, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que dans Et un tour donc, de magie, tout compte. Vraiment. Tout compte. Donc, ouais, des fois, surtout, ben, en l'occurrence, dans celui-là, on a tout un intérêt à se laisser un peu de temps pour essayer de voir si justement un 769 est premier ou pas.
Ouais. Une autre astuce, c'est de dire c'est divisible par 3, et puis encore par 3, et puis encore par 3, en laissant quelques secondes à chaque fois. Et voilà, au lieu de dire directement c'est divisible par 27. Sauf que pendant que tu dis ça, il faut que toi, pendant ce temps, tu fasses d'autres calculs. Il faut être multitâche, quoi. Oui, c'est mieux. Mais bon, ou alors on bluffe comme moi, en disant 769, c'est premier, tout va bien. Voilà. Ouais. Hop, je me lève, et je me rassieds. C'est dangereux maintenant qu'il y a une calculette sur tous les téléphones portables. C'est risqué. C'était risqué. Très bien. Donc là, je crois que c'est bon pour les lignes. Peut-être on peut revenir, mais assez rapidement, sur Aitken et ses mathématiques. Mais peut-être je te propose de faire ça en quelques minutes. Peut-être Bien sûr. Juste en gros. Oui, on va faire en gros. Il y a peut-être juste un tout petit truc sur la tablette que j'aurais vous montrer, mais ça ira très vite. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que justement, j'avais rien prévu sur le côté algébriste de Aitken parce que je me disais bien qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais quand même, il a écrit un bouquin sur les matrices et les déterminants et apparemment, il a eu des résultats significatifs là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse en tant que statisticien, c'était un peu plus la partie statistique déjà, où il a amélioré une technique super classique qui s'appelle la technique des moindres carrés ordinaires et qu'il a carrément généralisée au cas où les variables sont corrélées entre elles. C'est-à-dire qu'on avait une méthode qui fonctionnait très bien lorsque les variables elles étaient indépendantes et qui fonctionnait beaucoup moins bien quand elles étaient dépendantes. Et bien lui, même dans le cas de la dépendance, il a réussi à généraliser la méthode pour la rendre meilleure en prenant en compte cette fameuse dépendance, cette fameuse matrice de covariance. C'est comme ça que tu as découvert Aitken? Eh bien, écoute, figure-toi que pas du tout. Pas du tout. C'est en préparant l'exposition sur la magie que j'ai entendu parler de lui en tant que calculateur prodige. Et voilà. Et du coup, je ne savais pas que c'était lui la méthode des moindres carrés généralisés. Ok. Mais par contre, tu connaissais bien sûr cette méthode, mais voilà. Ok. Ouais, mais je ne savais pas que c'était lui. Donc, je vais passer rapidement sur cette méthode des moindres carrés, à moins que tu veuilles qu'on s'y attarde. Non, vas-y. Vas-y. Et non, moi, ce que je trouve, un résultat qu'il a réussi le résultat, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup de Aitken, mais qui me fascine le plus, c'est celui qu'il a réussi à faire en ce qui concerne l'analyse, donc sur une suite. Le problème était très simple. Lui, il considère une suite qui tend vers une limite. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je peux, à partir de cette suite, c'est-à-dire en utilisant juste xn, xn plus 1, xn plus 2, trouver une autre suite qui tend infiniment plus vite que xn vers la limite de xn. Ouais, ça paraît assez fou. Qu'est-ce que ça veut dire infiniment plus impossible vite? Ça veut dire que cette suite moins la limite divisée par l'ancienne suite moins la limite tend vers 0. La nouvelle suite moins la limite. Okay. Et le truc, c'est qu'il a réussi. Dans des cas où il y a des convergences linéaires rigolotes, mais voilà. Et j'avais prévu de vous le montrer. Alors, c'est peut-être, ça dure peut-être 5 minutes, donc c'est peut-être un peu long, mais je trouvais ça magique. C'est la méthode du delta 2 de Aitken, si vous voulez chercher. Et la preuve, pour moi, elle est magique, quoi. Elle est super élégante. Mais c'est le chef de cérémonie le maître de cérémonie qui décide. C'est très simple, on va demander au chat, est-ce que vous voulez qu'on fasse la méthode du delta 2? Là, vous avez 30 secondes pour nous dire si ça vous intéresse. Et sinon, on passe directement à... d'ailleurs, on peut en parler le temps que le chat y réponde. Un petit peu sur ce que tu fais. Alors il y a même quelqu'un qui dit mais ça ferait pas un super développement d'agrég ça? Donc dans le chat en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de oui. Alors ok, donc on est bien d'accord, si on dépasse un peu c'est de votre faute, c'est vous qui nous l'avez demandé. Non, c'est pas vrai, c'est un vrai plaisir que vous soyez enthousiaste pour ça, et on va passer donc probablement sur le tableau, on va le faire sans trop s'attarder néanmoins, on va passer sur le tableau. On va faire très vite. Et on va faire très vite. C'est pour la bonne cause, exactement. Je suis d'accord que c'est pour la bonne cause. Ouais, promis, vous n'allez rien comprendre tellement je vais aller. Alors, ou alors je vais me planter, ça c'est pas impossible. J'en suis capable.
Non, Alors, j'ai une confiance totale. l'idée, ouais, tu as raison. L'idée, c'est de considérer une suite xn donc, qui va tendre vers une limite L qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire c'est une convergence linéaire, c'est-à-dire que c'est ce qui est vérifié en particulier pour les suites géométriques, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher à chaque fois de la limite par rapport au pas d'avant, et la distance sera plus petite, et le coefficient entre les deux, le rapport entre les deux, ce sera un petit e qui sera inférieur à 1. Et la question que Aiken se pose, c'est est-ce que je peux trouver une suite que je vais appeler star n, telle que star n moins L divisé par xn moins L, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, et il faut que mon star n, il dépende que, en gros, de xn, xn plus 1, xn plus 2. Voilà. Ça, c'est la question que pose Aiken. Et comme ça, a priori, on peut se dire, vas-y mon pote, tu peux chercher, tu vas chercher longtemps. Je reviens dans 5 ans. Ça semble totalement désespéré, ce truc-là. Ouais, ça semble désespéré. Donc, qu'est-ce que se dit Aiken? Aiken, lui, se dit, c'est pas compliqué. La seule information que j'ai, de toute façon, c'est que mon xn plus 1 moins L, il doit être en gros à peu près égal, alors c'est pas complètement rigoureux, hein, mais à E fois xn moins L. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'isoler L. Et je vais essayer de l'écrire en fonction de xn, mon L. Bon, très bien, allons-y. Donc, si je fais ça, il va y avoir que... Alors, je peux peut-être écrire directement le L. Si je fais ça et que j'isole L, je sais qu'en gros, L, il doit être égal à xn plus 1 moins E divisé par 1 moins E. Si j'isole L là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'arrivé là, Aiken dit « Ok, c'est bien beau, mais en fait, E, je ne le connais pas. » On va dire qu'on ne connaît pas ce fameux coefficient qui est plus petit que 1. Donc, il va essayer d'exprimer E en fonction de xn plus 1 et de xn. Donc, il va écrire 2 fois cette ligne que j'ai là, ici, là c'est la première. La deuxième, s'il va l'écrire avec xn plus 2, donc il va écrire xn plus 2 moins L, en gros c'est à peu près égal à E xn plus 1 moins L, et il va faire la différence des deux. Il va faire la différence des deux, il va écrire 2 moins 1, c'est quoi? Et là ce qui est cool, c'est que les L, ils s'en vont, et donc il va rester xn plus 2 moins xn plus 1, en gros, c'est égal à E fois xn plus 1 moins xn. Et là, il est super content. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir, d'une certaine façon, écrire un estimateur de E juste à l'aide de xn plus 2, xn plus 1, xn. Donc, je le note en, moi. Mais cet estimateur, ensuite, il va pouvoir le réintroduire dans ce fameux candidat star n, qui va donc devenir xn plus 1 moins en divisé par 1 moins en. Okay, et ça va être le candidat pour tendre le plus vite possible vers L. Alors ensuite, la deuxième étape qui est très rapide, c'est simplement de prouver que ce star n moins L divisé par xn moins L, il tend vers 0. Et ça va se faire très vite en écrivant un petit peu différemment ça. On va juste repérer dans un premier temps que ce star n, c'est égal à xn plus xn plus 1 moins xn sur 1 moins en. Donc ça, on fait juste apparaître un xn en haut et en bas au numérateur. On fait plus xn moins xn au numérateur, ça simplifie, il reste ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va calculer star n moins L. C'est xn moins L plus la même chose là. Et quand on va le diviser par xn moins L, ça va tendre vers 1. Donc c'est des L majuscules là. Hein. Et puis ça, il va falloir diviser par xn moins L. Et comment on va faire pour s'en tirer? C'est que simplement, on va ici faire un moins L
et un moins L, entre parenthèses. Et lorsqu'on va simplifier, on va se rendre compte, que là, le deuxième terme ici, il va tendre vers moins 1, parce que ça va faire du E-1 sur 1-E, et on s'en sort comme ça. Bon, je sais pas, c'est peut-être pas super clair, parce que... Non, mais c'est assez clair, c'est un petit calcul algébrique qu'on fait, enfin, je veux dire, c'est assez clair, même si tu fais pas les détails. Il n'y a plus qu'à remplacer une fois qu'on a le truc. Ça tend vers 1, ça tend vers moins 1, et donc la somme des deux tend vers 0, et donc on a montré que star n moins L tend infiniment plus vite vers l'infini que xn moins L. Et c'est un peu dingue, parce que star n, il dépend que de xn, xn plus 1, xn plus 2. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est marrant, j'en avais jamais entendu parler, mais c'est spectaculaire, hein, c'est vraiment spectaculaire. L'idée est assez simple en fait, alors... hein, mais comme toujours. Oui, elle est géniale. Et ce qui est encore plus marrant, c'est quand on imagine que cette méthode, on peut l'itérer. Et on peut en déduire un star n, qui tend infiniment plus vite que star n vers L, et ainsi de suite. Et là, on explose tout en théorie. Donc, et alors, qu'est-ce qui arrête en pratique? Qu'est-ce qui peut arrêter en pratique? Parce que bon, là, je pense que pour vraiment voir, il faudrait faire des estimés numériques et voir un petit peu ce qui se passe pour en avoir je sais pas, un waouh en quelque sorte. Mais d'un point de vue technique, qu'est-ce qui empêche d'empiler les stars comme ça? Je fais double star. Attends. En pratique, oui. Non, parce que là, ton E, il valait quelque chose qui était différent de 1, mais il pouvait valoir déjà 0? Non. Non. Le E, il doit être plus petit que 1, il doit être strictement positif. Hein. C'est une constante entre 0 et 1, strictement. Alors, les limites que je vois, c'est peut-être que ce n'est pas exactement tout le temps le cas. C'est-à-dire qu'il faut que pour que ce soit exactement le cas, il faut que la suite soit géométrique. Mais dans les vrais cas, ça doit... E, ce n'est pas EN, et peut-être qu'il y a des approximations qui font que ça ne marche pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus que ça. Je ne me suis pas posé la question des limites de cette technique. En tout cas, si vous voulez chercher le mot-clé, c'est la méthode du delta 2 de Aitken. Parce qu'une autre façon d'écrire le star n, la nouvelle suite, à l'aide d'un coefficient différentiel, xn plus 1 moins xn, bref. Et ça vient de là, en fait, le delta. Ok. C'est bien parce que ça répond à une question du chat qui dit où est-ce qu'on peut avoir un exemple. Probablement en allant chercher là, il y en aura. J'imagine. Ouais, un exemple delta 2 de Aitken, vous demandez à Google et il va vous aider. Ouais. Très bien. Je reviens sur le diaporama et maintenant j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de toi et en particulier. Ouais, mais non, mais on va aller se coucher, Vincent. Non. Ça serait peut-être bien de parler un peu de ce que tu fais. Donc tu as été le directeur de la maison des mathématiques et de l'informatique et je pense que ça vaut le coup de dire 2 mots sur cette maison. Ouais, c'est une structure qui est unique en France, qui est gérée par des enseignants-chercheurs, par des chercheurs, hein, des labos de maths de Lyon, que ce soit à l'ENS, Lyon 1, etc. Et c'est vraiment une très belle structure qui regroupe un ensemble assez colossal d'actions de médiation mathématique et informatique dans la région et même des fois plus loin. Et c'est un endroit merveilleux pour qui aime faire de la médiation, quoi, et incontournable. Donc, si vous voulez plus d'informations, là, elle était un peu hors pot, un peu forcée la dernière année, mais ça va repartir en septembre. Allez sur le mmi-lyon.fr et allez faire des stages, allez faire des conférences, allez faire des clubs, allez vous amuser, quoi. Oui, donc là, effectivement, il faut avoir un œil sur le site. Parce que ça va réouvrir avec la levée des restrictions sanitaires et donc il va y avoir de nouveau pas mal de choses qui vont se passer là-bas. Exactement. Donc tu es en train d'écrire un bouquin et sur un sujet qui va devenir de plus en plus d'actualité d'ailleurs. Ouais, c'est sur les modes de scrutin et ça intéresse les Français en gros une fois tous les 5 ans et comme c'est justement l'année prochaine, on avait envie de sortir le bouquin avant. Et en fait, c'est un bouquin qui est une sorte qui se veut une critique du système actuel où on a beaucoup de défauts sur le scrutin majoritaire à 2 tours qu'on considère pour toujours liés à notre démocratie, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Le choix du mode de scrutin, c'est super important, ça détermine plein de choses. Et nous, on pense qu'il faut l'améliorer, et notamment en passant aux notes. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut noter les candidats au lieu de voter pour eux et que ça peut arranger plein de choses. Voilà. Donc, voilà. Tu offres la possibilité d'être relecteur de ton bouquin. Et ouais, donc, si ça vous intéresse, super idée, ça.
On est avec Antoine Roland, qui est un chercheur en statistique avec qui je coécris le livre, en train de l'envoyer à l'éditeur. Et si ça vous intéresse de le lire et éventuellement de relever les coquilles ou les choses qui ne sont pas compréhensibles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous envoie le PDF et puis vous êtes les bienvenus pour voilà. Si vous êtes intéressé, nous ça nous arrange aussi, donc il ne faut pas hésiter. Ok. Tu as aussi, comme je l'ai dit, tu es mathématicien, mais tu es aussi magicien. C'est un peu, c'est presque, oui. Enfin, c'est une activité très importante. Ouais, enfin, quand je réussis, hein, tu sais. J'ai plusieurs fois assisté à tes tours. Tu réussis souvent. Hein, Donc il y a un club de magie. Oui, on a un club de magie avec des vrais magiciens parce que moi j'aime bien ça. Et puis si les tours que je vous ai présentés, enfin que j'ai essayé de vous présenter ce soir vous ont plu, voilà, c'est un peu du même tonneau. On essaie de revisiter un peu des tours et de faire de la magie mathématique. Là en photo j'ai mis Yves Doumergue qui a été champion de France de magie, qui est un magicien extraordinaire sur Lyon et qui nous aide de temps en temps. Et voilà, c'est pour rigoler, on s'amuse bien, c'est gratuit. Et puis si vous êtes intéressé, c'est pareil, vous m'envoyez un mail et quand ça redémarre en septembre, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc là, on n'est pas besoin d'être étudiant à l'INSA. C'est ouvert à qui en fait? En fait, c'est ouvert à qui ce club? C'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Ok. Ouais. Ok, parfait. Donc on t'écrit et c'est bon. Ouais. C'est ça l'idée. La seule contrainte, c'est que généralement, c'est à l'INSA que ça se passe. Parce que souvent, j'ai des cours avant ou après, mais bon, voilà. Ok. C'est entre midi et 2 souvent. Et alors, donc, on te retrouve demain. On te retrouve demain sur... que tu donnes vraiment dans ce salon de culture et jeux mathématiques, puisque tu vas faire une conférence demain. Tu peux dire 2 mots sur cette conférence? Ouais, c'est une conférence sur le hasard. C'était l'objet d'une quoi? Je trouve plus mes mots, je suis fatigué là. D'une exposition à la MMI justement il y a 3-4 ans ou 2-3 ans, je sais plus. Et voilà. Et l'idée c'est simplement que le hasard, on s'évertue à pourchasser, moi le premier en tant que statisticien depuis pour moi des dizaines d'années et pour l'humanité depuis des millénaires. Et bien en fait, ce hasard, ça peut être un allié extraordinaire. On s'en rend compte de plus en plus. On atteint des résultats incroyables. Emmanuel Jacob pourrait nous en parler. En probabilité qui nous permettent d'atteindre des choses qu'on n'aurait même pas pu rêver grâce au hasard. Et donc voilà, c'était un peu une déclaration d'amour au hasard pour dire que ça peut vraiment nous aider et que c'est pas seulement un ennemi, quoi. Donc laissez la porte ouverte au hasard et voilà, je vais essayer de donner 2-3 exemples demain. Voilà. Donc c'est demain, c'est à 18h, il faut aller sur le site du salon pour trouver le lien. Et puis voilà. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Jean-Baptiste, pour ce magnifique Math Game que tu viens de nous offrir à l'occasion donc de ce salon culture et jeux mathématiques. Merci Vincent, merci à tous. Je remercie effectivement les modos également pour leur gestion du chat. Je remercie vous tous qui étaient là pour votre présence, votre soutien, votre interaction dans le chat.